Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons détailler pour un niveau terminal S ce que c'est que l'énergie interne d'un système et comment elle est affectée par les transferts thermiques d'énergie. Ce que l'on appelle l'énergie interne d'un système, c'est l'énergie qu'il possède de par sa composition à l'échelle microscopique, de par l'état des particules qui le composent à l'échelle microscopique, leur agitation principalement. Cette énergie va être notée avec la lettre U majuscule. Elle s'exprime comme toute énergie en joules. Et donc lorsqu'on considère un système, son énergie totale, c'est la somme de son énergie mécanique, c'est-à-dire ce qui lui arrive à l'échelle macroscopique, vitesse, les énergies potentielles qu'il subit, et son énergie interne qu'on notera U. Cette énergie interne, elle peut varier. Ces variations qu'on notera delta U vont résulter de la somme de plusieurs facteurs. Ça peut être des travaux, par exemple un travail électrique si on lui communique de l'énergie sous cette forme-là, et ça va être également des transferts thermiques qu'on notera Q. Lorsqu'on va chercher à faire un bilan énergétique en termes d'énergie interne sur un système, on va commencer par définir clairement ce qu'est le système concerné, puis regarder ce qu'il reçoit et ce qu'il perd comme énergie sous ces deux formes, travail et transfert thermique. Que ce soit du travail ou un transfert thermique, lorsque on aura un apport d'énergie au système sous une forme ou sur l'autre, ces apports seront notés positifs, ce qui implique que la variation delta U qui en résultera sera positive. En revanche, il y aura aussi forcément des pertes d'énergie sous ces deux formes potentiellement, et dans ce cas-là, ils seront notés négativement. Réaliser un schéma de ce type faisant apparaître toute l'énergie qui est apportée et perdue ou cédée par le système, c'est ce qu'on appelle faire un bilan d'énergie. Si un système gagne de l'énergie interne, ses particules auront une agitation plus élevée et donc sa température va augmenter. De la même manière, s'il perd de l'énergie interne, ses particules seront moins agitées, sa température va diminuer. Ça veut dire qu'on peut connecter une variation d'énergie interne à une variation de température. Delta U, variation d'énergie interne, delta T, variation de température. Toutefois, entre les deux, il va y avoir deux facteurs qui vont intervenir. Donc, la variation de température, on va la noter. Delta T, ça correspond à l'écart entre la température finale après la variation d'énergie et la température avant celle-ci. Ça va dépendre par contre également de la masse du système étudié et de une constante petit c qui caractérise le matériau dans lequel le système est fait, qu'on appelle sa capacité thermique massique. Sa capacité thermique massique, c'est sa capacité par kilogramme de masse à emmagasiner l'énergie sous forme d'une augmentation de température. Plus la capacité thermique massique est importante, et plus il va falloir un apport d'énergie important pour augmenter la température de 1 degré. Un corps qui aura une faible capacité thermique massique, il va être très facile de le faire augmenter en température, il n'y a pas besoin de lui apporter beaucoup d'énergie, tandis qu'un corps avec une capacité thermique massique très élevée, il va falloir lui apporter énormément d'énergie pour obtenir la même augmentation de température. On peut trouver cette variation d'énergie interne connectée à la variation de température également notée de la manière suivante, delta U égale C fois delta T. Dans ce cas-là, C, c'est tout simplement ce qu'on appelle la capacité thermique d'un système précis. C valant dans ce cas-là, bien entendu, C fois petit m. C'est une manière juste plus simple de noter les choses. Les transferts thermiques qu'on a mentionnés précédemment et qui peuvent donc conduire à des variations d'énergie interne et de température, il en existe trois types. Le premier, le plus évident, c'est le mode de transfert thermique qui fait que lorsque vous êtes à proximité d'un feu de chenille ou une source de chaleur quelconque, d'ailleurs, vous sentez immédiatement qu'il y a de la chaleur qui arrive sur vous. Ça, c'est le mode de transfert thermique par rayonnement, c'est-à-dire que toute source chaude émet du rayonnement infrarouge qui transporte de l'énergie, et cette énergie, lorsque vous la recevez, vous la percevez immédiatement. C'est le mode de rayonnement le plus évident. Toutefois, c'est pas grâce à ce mode de rayonnement-là principalement qu'on va par exemple être capable de chauffer une pièce. Non, chauffer une pièce, ça va se faire parce que les particules de gaz qui composent l'atmosphère de la pièce vont capter de l'énergie, leur agitation va augmenter, et elles vont communiquer cette énergie de proche en proche en créant ce qu'on appelle des mouvements de convection. C'est exactement ce qui se passe également lorsque l'on chauffe de l'eau dans une casserole.
l'eau au fond de la casserole capte la chaleur, elle la promène de proche en proche, mais ce faisant, il y a des mouvements de convection, c'est souvent une espèce de cercle qu'on appelle les cellules de convection qui se mettent en place, et qui vont conduire petit à petit l'ensemble du fluide, donc un liquide dans une casserole, le gaz dans une pièce, ça va conduire l'ensemble du fluide lentement à homogénéiser sa température, et donc à s'assurer qu'elle est équitablement répartie. Ça, c'est ce qu'on appelle la convection. Le troisième mode de rayonnement, c'est ce qui correspondrait à la convection mais pour un solide, donc la différence c'est que dans un solide il n'y a pas de déplacement de matière, c'est le fait que lorsqu'on a une partie d'un solide qui est fortement chauffé, je prends l'exemple de ce morceau de métal, et ben cette chaleur elle va se répartir petit à petit sur l'ensemble du matériau, tout simplement par transmission de l'énergie d'atome en atome ou de molécule en molécule. C'est ce qui fait que si on laisse une casserole sur le feu avec une poignée en métal, comme la casserole, petit à petit la poignée va devenir elle aussi extrêmement chaude jusqu'à être complètement brûlante. C'est pour ça qu'on utilise des matériaux isolants. Ça, c'est ce qu'on appelle la conduction. Lorsque l'on cherche à isoler une pièce ou un appareil ou n'importe quoi, à isoler thermiquement quelque chose, on va avoir comme problème deux principaux modes de transfert thermique, ça va être le rayonnement et la conduction à travers les parois isolantes qu'on cherche à placer. En effet, si on pose une paroi, pour séparer par exemple une pièce chaude à l'intérieur d'une maison de l'extérieur qui va être plus froid, dès qu'on a une différence de température T1 ici plus grand que T2 à l'extérieur, on a systématiquement un transfert thermique qui se met en place de l'environnement le plus chaud, T1 ici, vers l'environnement le plus froid. Donc une perte d'énergie, c'est ce qu'on cherche à éviter si on est en train de réfléchir à de l'isolation. Pour réfléchir à de l'isolation, c'est pas au transfert thermique à proprement parler qu'il va falloir s'intéresser, parce que lui, il aura lieu quoi qu'il arrive. C'est plutôt à se poser la question, ce transfert thermique, en combien de temps, est-ce qu'il aura lieu? Et donc s'intéresser à quelle énergie va être perdue par ce transfert thermique par unité de temps. Ça revient à définir le flux thermique, qui est donc défini comme le transfert thermique par unité de temps. Le flux thermique s'exprime donc en watts, tandis que l'énergie transférée par transfert thermique est en joules, et le delta T en secondes. Ce flux thermique, on cherchera pour isoler quelque chose à le minimiser, à le rendre le plus petit possible. Il va dépendre, ce flux thermique, de la différence de température entre la source chaude et la source froide, et également de ce qu'on va appeler la résistance thermique de la paroi utilisée pour séparer les deux environnements en température T1 et T2. Cette résistance thermique s'exprime en Kelvin par watt ou en degrés Celsius par watt, ça reviendra au même. Plus elle sera importante, bien sûr, plus le matériau sera isolant thermiquement, et donc plus le flux thermique sera réduit. Cette résistance thermique, elle va dépendre des caractéristiques de la paroi utilisée. C'est-à-dire qu'elle va dépendre de son épaisseur, plus la paroi sera épaisse, plus la résistance thermique sera importante. Elle va dépendre également de sa surface, là, à l'inverse, bien entendu, plus la surface sera grande et plus la résistance thermique totale de la paroi sera basse, et elle va surtout dépendre de la conductivité thermique du matériau, qu'on note avec la lettre grecque lambda. Plus la conductivité thermique du matériau est bonne, bah forcément, moins c'est un bon isolant et plus la résistance thermique est faible. Si on ne définit pas le flux thermique directement en se basant sur la conductivité thermique du matériau et sur ses différentes caractéristiques, c'est pour une très bonne raison, c'est que lorsqu'on fait de l'isolation, on utilise rarement une seule paroi, on a tendance à en mettre plusieurs, par exemple un double vitrage avec en son centre un gaz. Dans ce cas-là, si c'est plus simple de réfléchir avec les résistances thermiques, c'est tout simplement parce que la résistance thermique totale dans le cas d'une addition de plusieurs matériaux collés les uns aux autres, la résistance thermique totale, c'est tout simplement la somme des résistances thermiques des différentes parois qu'on a à coller. Donc si on a accès aux résistances thermiques, c'est bien plus simple que de devoir se traîner les conductivités thermiques. Et dès lors, en additionnant plusieurs matériaux les uns à côté des autres, on va pouvoir essayer d'optimiser la résistance thermique totale pour avoir le flux thermique le plus petit possible. Et au passage, je parlais en introduction de double vitrage, c'est parce que les gaz sont d'extrêmement bons isolants thermiques, encore faut-il les piéger donc entre deux couches d'un autre matériau.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, à bientôt.